Alors, on pourrait parler également, pour nous, la vision de la dictature, c'est une presse totalement muselée. C'est par exemple le coup d'État polonais de Jaruzelski avec des journalistes qui présentent un journal télévisé en uniforme. C'est la dictature d'un journal unique. Hein. Il y a un parti politique, il y a un journal télévisé et il y a une seule presse, un seul journal, style Cuba, style des États totalitaires. Alors aujourd'hui, on va nous dire, oui, mais en France, vous avez quand même, c'est autre chose, c'est quand même pas la même dictature, vous avez un pluralisme. On a vu en 2005, par exemple, en 2005, lors du traité constitutionnel européen, on a quand même vu ce matraquage extraordinaire que l'ensemble des éditorialistes télévisés, l'ensemble des quotidiens, l'ensemble des hebdomadaires, à l'exception de l'Humanité quand même, hein, j'y vais, mais sinon l'ensemble des quotidiens, on va dire, de la grande presse, nous a expliqué qu'il fallait absolument voter oui, que voter oui c'était le progressiste, c'était pour l'avenir et tout. Vous n'aviez absolument aucun contre-pouvoir possible, sauf le contre-pouvoir Internet. Dans la presse, vous avez vu dernièrement ce spectacle ahurissant de Marine Le Pen expliquant qu'elle faisait 20% des voix, mais que s'il y avait un seul journaliste qui se permettait de dire « bah moi je pense que je vais voter Marine Le Pen », c'était évident que ce journaliste ne retrouvait plus de travail du jour au lendemain. Par contre, il n'y a aucun problème à ce que des journalistes prétendent avoir milité dans des organisations de gauche, dans des organisations d'extrême gauche. Là, il n'y a aucun problème. Par contre, il est évident que vous voyez par exemple toutes les acrobaties que fait un Robert Ménard. Robert Ménard, qui a écrit un livre, Vive Le Pen, qui lui a valu d'être viré de RTL, alors que par ailleurs il ne dit pas un mot de Le Pen et qui serait contenté de mettre Vive Le Pen sans mettre rien dedans, ça n'aurait rien changé, parce que dans son livre il n'y a rien d'autre. Simplement, ça suffit à le faire virer comme journaliste de sur RTL. Vous voyez un Ménard qui se sent obligé systématiquement de dire, bien évidemment, que je ne vais pas voter pour Marine Le Pen. Alors, cette presse, quand même, exerce un véritable totalitarisme de la pensée. Elle est totalement capable de stigmatiser, de mener de véritables procès de Moscou contre quiconque a le malheur de ne pas se reconnaître dans une Union européenne qui, soi-disant, amène l'opulence, amène le bonheur pour les peuples, pour quiconque a le malheur de ne pas considérer que l'islam est une religion de paix et d'amour, et pour quiconque commet le sacrilège d'expliquer que l'immigration a peut-être été à un moment donné une chance pour la France, mais que depuis les années 1980, dans une période de chômage de masse, dans une période de montée du communautarisme, l'immigration n'est peut-être plus qu'une chance pour la France. Ça, c'est totalement impossible de développer ça. Alors, je vais essayer d'illustrer le totalitarisme de la pensée à travers deux ou trois exemples concrets. Par exemple, je serai jugé le 2 février 2012, le 3 février, je suis pressé d'y aller, hein, je suis avec mon ami Pascal Ilout, né Mohamed, je suis accusé d'incitation à la haine raciale. Donc Mohamed Ilout incite à la haine raciale, c'est intéressant, et il incite pas les juifs, hein, il incite pas contre les juifs, il incite contre les musulmans, tout simplement parce que nous avons eu le malheur d'écrire dans Riposte laïque. Nous avons eu le malheur d'écrire, notamment à l'occasion des prières musulmanes dans les rues de Paris, que les prières musulmanes, exactement comme la multiplication des constructions de mosquées, exactement comme la multiplication des voiles, exactement comme l'offensive du halal, exactement comme l'offensive dans l'hôpital, exactement comme toute l'offensive communautariste de l'islam, sont des symboles d'occupation et de conquête en France. Et que le message est clair. Nous avons écrit ça, nous ne voyons absolument pas où est l'incitation à la haine raciale là-dessus. C'est au contraire un hymne à la défense du modèle républicain et laïque. Et donc nous sommes poursuivis par la Ligue des droits de l'homme et ce porte-partie civil, le MRAP, la LICRA et un vague-machin qui s'appelle le Collectif contre l'islamophobie en France, qui voit surtout à travers ce procès l'occasion de se faire des sous, parce qu'ils réclament quand même 10 000 € de dommages et intérêts. Bah, après tout, hein, on va leur dire de garder tout. Hein. Et donc on peut penser que si les autres s'allient, c'est ni plus ni moins l'avenir de Riposte laïque en ce qui concerne ses moyens d'exister, qui se trouve posé. Alors j'ai envie de vous faire rire également sur la dictature du politiquement correct par rapport au Mnaïbrit. Nous étions normalement, Christine et moi, invités ce dimanche, donc de 14h à 18h,
à la mairie du 16e arrondissement, donc il y a un salon littéraire du Mneipbrit qui se tient une fois par an. Nous avons déjà été invités une fois l'année dernière, apparemment les gens étaient très contents de nous voir, on avait vendu beaucoup de livres, le Mneipbrit avait pris 35% sur chaque livre vendu, mais on ne va pas le dire parce que ça va donner des idées à Serge. Hein. mais bon, c'est la règle là-bas, tout le monde était content, on avait eu d'excellents rapports, bon, tout s'était bien passé, on avait déjà été invités, nous on accepte toutes les invitations, donc on avait déjà été invités par des loges du Mneipbrit qui sont curieuses de nous entendre sur la laïcité, et on a envie de dire que le public du Mneipbrit est considéré à peu près par des gens, par des gens normaux, disons, est constitué de gens normaux, c'est-à-dire qui sont juifs. Ils constatent quand même qu'il y a de plus en plus d'antisémitisme en France et qu'il y a un rapport, il y a un nouvel antisémitisme de par la montée de l'islamisation de la France, que le conflit israélo-palestinien se transfère de plus en plus sur le territoire français, et ils se disent il y a quand même un problème, il faut plus de laïcité, il faut peut-être réagir sur la réalité de l'immigration. Donc ils nous applaudissent très fort, ils sont très contents. Donc tout se passait bien, il n'empêche qu'il y a un premier commissaire politique qui intervient, le commissaire politique Alexis Corbière. Donc Alexis Corbière est un lieutenant de Mélenchon, il est considéré comme le numéro 2 de parti de gauche, il est maire adjoint du 12e arrondissement, il nous raconte qu'il gagne 4 000 € par mois par la mairie de Paris, c'est bien, maire adjoint 4 000 €, grand bien lui fasse. Hein. Et donc il découvre que les affreux de riposte laïque vont être au salon du Mneipbrit. Alors il faut savoir que ce grand démocrate avait déjà décidé que les assises sur l'islamisation de nos pays qui se tenaient le 18 décembre, ça ne devait pas avoir lieu, et il avait écrit au préfet pour demander l'interdiction. Sans doute vexé que ces assises se soient tenues et aient été un succès que pas grand monde ne conteste, le bougre donc écrit à Goasguen, dans le genre je moucharde, hein, et vous vous rendez pas compte, monsieur le maire, dans votre mairie du 16e, va se vendre un livre absolument abominable, Les assises de l'islamisation de nos pays, qui stigmatise d'une façon terrible les honnêtes musulmans et une religion de paix, d'amour et de tolérance. C'est intéressant quand même, parce que c'est un mec qui n'arrête pas de taper sur les catholiques, qui n'arrête pas de la jouer croix à bas la calotte, et qui intervient immédiatement dès que la mairie de Paris se prépare à voter 100 € de subvention pour réparer le toit d'un temple, mais qui n'a jamais rien dit sur les prières musulmanes dans la rue, et qui là donc veut absolument empêcher l'expression d'un livre qui montre la réalité de l'islamisation de la France. Donc culture démocratique quand même des plus intéressantes de la part de ce garçon. Donc il écrit à Goasguen, qui est considéré quand même comme faisant partie de la droite dure. Il fait tellement partie de la droite dure qu'il se couche à la première lettre. Et donc, monsieur Corbière, j'ai bien reçu votre lettre, effectivement c'est abominable ce que vous avez, ce qu'on a failli faire, on vous présente toutes nos excuses et vous inquiétez pas, je donne des consignes, les affreux Tazin et Cassan seront interdits de salon du Mneipbrit. Bon, nous on n'est pas des méchants, on dit bon, on veut pas de nous, on ne va pas créer d'incident, on vient pas. On pensait que ça s'arrêterait là. Ça s'est pas arrêté là. On a appris qu'un journaliste du Monde, le nommé Abel Mestre, qui je crois est assez connu dans ces milieux-là, avait mis également la main à la pâte, qu'il avait appelé Goasguen, qu'il avait appelé l'organisateur principal, en joignant ses efforts à ceux de Corbière, c'est quand même étonnant pour un rôle de journalisme, enfin bon, en joignant donc ses efforts à ceux de Corbière et en disant quand même, vous ne donnez pas une très bonne image du Mneipbrit en invitant des personnages comme ça et tout, mais ça s'est pas arrêté là, et, avoir la peau de Cassan et Tazin était bien, mais ne suffisait pas. Donc il y a eu la suite, c'est qu'il a dégoté dans les invités 2 autres personnes jugées infréquentables. Un qui s'appelle Yvan Blot, assez connu, bon, qui a été au Grèce, qui a peut-être écrit pas toujours des trucs bien, j'en sais rien, qui a été chez Maigret, Le Pen, mais bon, c'était les années 80, 90, 2000, je crois savoir qu'aujourd'hui il n'est plus nulle part, et il écrit un bouquin sur le modèle suisse et la démocratie directe en Suisse. On peut penser que ça peut intéresser, que ça fait partie du débat démocratique. Mestre donc fait tout un tapage auprès de la direction du Mneipbrit et tout, Yvan Blot a dégagé. Bon, et donc un deuxième, terminé. Et il y en avait quand même un troisième qui était dans la ligne de mire, le troisième était Louis Chagnon. Alors Louis Chagnon est un enseignant qui est issu du communisme, qui a vu sa vie se transformer quand prof d'histoire, il n'a pas raconté l'histoire politiquement correcte sur la vie de Mahomet,
Il n'a pas tout à fait dit que Mahomet était un prophète de paix, d'amour et de tolérance, et que, bien évidemment, tue les petits oiseaux. Il n'a pas tout à fait dit ça. Il a parlé des massacres du prophète, il a parlé de la tribu de Médine, il a parlé de tout ça. Bien évidemment, il a ému des enfants d'origine musulmane qui se sont plaints à leur père. Il a été viré de l'éducation nationale. Bon, ça s'est terminé au niveau... Bon, il y a eu un procès qu'il n'a pas réussi à gagner. Toujours est-il qu'il a perdu une énergie pas possible. Il a après fait de nombreuses conférences sur la réalité de l'islam. Il a fait apparemment une faute grave, c'est qu'il a rejoint à un moment donné le Parti de la France de Karl Lang, qu'il a quitté il y a plusieurs mois. Mais malgré tout, c'est suffisant pour qu'il soit jugé persona non grata par un commissaire politique du Monde. Ce qui est intéressant, c'est quand même qu'un mec comme Chagnon a fait des conférences à France-Israël, parce qu'il a l'air d'être considéré comme un ami d'Israël, et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il avait déjà fait 2 salons du Brit. Il n'empêche donc la direction du Brit, dehors Chagnon, dehors Blot, dehors Cassant-Azin. Bon, je vous raconte ces anecdotes-là, pas pour faire pleurer sur notre sort, tout à fait entre nous, on survivra au fait de ne pas aller à un salon du Brit, et puis on aura de quoi s'occuper, on fera autre chose dimanche, mais sur la culture politique qu'il y a derrière. C'est quand même extrêmement inquiétant. C'est-à-dire que des personnes qui se prétendent, que ce soit un mec comme Corbière, que ce soit quelqu'un comme Mestre, qui se prétendent des personnes de gauche, qui prétendent lutter contre le fascisme, qui prétendent lutter contre le totalitarisme et tout, qui montrent finalement dans leur culture politique une absence totale de culture démocratique, une absence totale de capacité à faire face à des débats, et qui se montrent réellement comme des petits totalitaires du XXIe siècle. Donc je crois que quand on fait ce tour d'horizon, on voit que la présentation qu'a fait Christine est finalement le fait qu'une victoire de la gauche, je ne veux pas aborder les problèmes de la mondialisation, quand on voit ce qui se passe en Grèce, quand on voit le refus qu'il y a d'écouter l'avis des peuples, quand on voit le cinéma du référendum grec, quand on voit la dictature mondialiste qu'on est en train de nous mettre en place. Bon, je ne veux pas approfondir cette question. Je voudrais simplement terminer par... le dernier passage que Christine a lu, je crois qu'on est dans les réels enjeux de société. On est dans les réels enjeux de civilisation. Pourquoi finalement l'union des patriotes, qui est quand même le message principal de ce livre, pourquoi l'union des patriotes est-elle indispensable? Tout simplement parce qu'on a compris quelle était la stratégie des gens d'en face, des mondialistes. On a compris qu'ils veulent nous imposer l'islam pour nous faire perdre totalement les valeurs laïques qui sont porteurs d'émancipation de l'individu, et on a surtout compris qu'ils veulent nous imposer une immigration nouvelle pour jouer sur la démographie et d'ici 2 générations faire en sorte que les Français, j'ai envie de dire d'origine européenne, attachés à leur civilisation, attachés à un modèle républicain, on pourra discuter sur la République, mais attachés à un modèle républicain, attachés à un modèle laïque, attachés à un modèle où les hommes et les femmes ont l'égalité des droits, attachés à un modèle où on a la liberté de conscience, le droit de croire ou de ne pas croire, et je crois surtout quelque chose de fondamental, la liberté d'aimer la personne de son choix. Quelle que soit la couleur de sa peau, quels que soient ses choix sexuels, quels que soient ses choix philosophiques. Je crois que c'est quand même ça les valeurs civilisationnelles occidentales, les valeurs, ce que moi j'appelle les valeurs émancipatrices, les valeurs progressistes, les valeurs qui sont totalement incompatibles avec la philosophie de l'islam et la philosophie d'une nouvelle civilisation qu'on veut nous imposer. Je vous rappelle que c'est le nom du programme socialiste. Donc moi je me rappelle, et je finirai là-dessus, quand nous étions jeunes et de gauche, il y avait un mot d'ordre qui nous disait « socialisme ou barbarie ». Hein, c'était ça qu'on nous vendait, socialisme ou barbarie. Moi j'ai envie de dire aujourd'hui, le mot d'ordre du XXIe siècle, c'est plutôt patriotisme ou barbarie. Patriotisme ou barbarie.